Super, merci Adeline. Bonjour à tous. Donc, très heureux de vous avoir pour cette heure de conférence sur les enjeux réglementaires de la transition énergétique et plus particulièrement l'agenda pour 2023. On l'organise en début d'année, donc on est encore dans les temps. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et on est très heureux de vous voir aussi nombreux. On a été surpris avec Laurent de l'intérêt suscité par ces sujets. Et donc, du coup, c'est une très bonne nouvelle. On va pouvoir partager avec vous à la fois des éléments de structuration, c'est-à-dire vraiment comment s'organise la réglementation, comment elle est adoptée et comment elle est mise en œuvre, et aussi des éléments plus contextuels, d'actualité sur des sujets qui vont entrer en vigueur ou qui sont en cours d'adoption en 2023. Je ne vois plus la presse, est-ce que c'est normal? Je l'ai également perdu. Ok. En régie, nous avons un problème. On a un problème en régie, mais en tout cas, on peut continuer à parler. On peut déjà présenter nos structures brièvement. Donc, Mohamed Genaoui, je suis fondateur de Nautilus Energy. C'est une société de conseil qui est spécialisée, qui a des clients énergie et services énergétiques, donc du conseil strat pour ces clients-là, mais qui introduit aussi dans la proposition de valeur un angle de transition énergétique et écologique pour mettre en fait ces sociétés à la page des enjeux qu'on connaît tous des règlements climatiques. Et on a associé à cette structure de conseil un organisme de formation qui est certifié Calliope. Et pour ma part, c'est Laurent Barbesieux, donc je suis un des cofondateurs d'Axio. Donc nous, on est spécialisé sur la mesure d'empreinte carbone et la définition de plan d'action de réduction. Donc ça passe à la fois par une équipe de consultants et une plateforme en ligne qu'on développe. On est anciennement des consultants, on voit qu'il y a un vrai enjeu que tout le monde s'y mette rapidement et ça passe par des outils dédiés. Donc c'est ça que l'on fait chez Axio. Et donc pour rentrer dans le vif du sujet, en propos liminaire, n'hésitez pas à poser des questions. Le sujet est très vaste, donc on a dû faire des choix sur les thèmes qu'on pouvait aborder pour pas non plus tous les survoler. Mais on est très preneur de voir quels autres sujets vous auriez voulu qu'on traite. On traitera ce qu'on peut en live dans la phase de questions-réponses, qu'on va essayer de faire la plus longue possible. Et s'il y a des questions qu'on n'a pas le temps de traiter, on les traitera ensuite par écrit et on enverra le compte-rendu à l'ensemble des participants. Donc, si vous avez d'emblée des questions, allez-y, ça nous permet même de rebondir dessus en direct parce qu'on peut les regarder en live. Super. Voilà. Donc, petit mot d'introduction pour commencer. L'idée ici, c'est, comme je le disais il y a quelques minutes, de partir du plus macro, donc les négociations internationales et ce qui se passe en termes de diplomatie climatique, si j'ose dire, et d'aller au plus fin jusqu'au niveau de l'entreprise pour voir quels impacts concrètement subissent les entreprises en matière d'engagement, d'exécution en fait, de ces engagements de transition énergétique et de lutte contre le dérèglement climatique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous donne quelques éléments de contexte aussi. On est arrivé fin 2022 avec énormément de choses sur la table en matière de transition et on aborde 2023 avec énormément de choses à faire, toujours dans cet agenda climatique. Plusieurs éléments ne vous auront pas échappé en 2022. Le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine a provoqué une forte incertitude sur les marchés de l'énergie. On a découvert des choses qu'on avait complètement oubliées, comme l'instabilité des prix de l'énergie et autres. Ça a remis sur la table pas mal de discussions en matière de design en fait, de l'Union de l'énergie européenne et de souveraineté énergétique de l'Union européenne, et ces sujets-là ont convergé avec l'agenda traditionnel réglementaire en matière de dérèglement climatique. On a eu aussi un grand temps fort avec la publication des travaux des différents groupes de travail du 6e rapport du GIEC, avec des conclusions à la fois alarmistes, mais aussi très intéressantes. Alarmistes dans le sens où ça continue à se dégrader, mais intéressantes quand on lit des choses comme aujourd'hui, on a toutes les technologies en main qui existent pour réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. 2022, ça aussi, je pense, c'était une année où on a commencé à sentir concrètement des effets de vulnérabilité au regard du dérèglement climatique, avec des événements très impressionnants, comme ce qui s'est passé au Pakistan avec la gigantesque inondation, des crises d'accès à l'énergie assez fortes, toujours au Pakistan, en Afrique du Sud,
des sécheresses généralisées dont on a fait l'expérience cet été, et donc maintenant des questions très concrètes sur ce qu'on fait en matière d'adaptation. 2022, ça a aussi été l'année où on a vu émerger des concepts assez intéressants qui se sont diffusés dans la presse assez largement et qui auront leur place en fait dans une transition énergétique et écologique bien ordonnée. Je pense évidemment à la sobriété. Alors la sobriété, ça a été introduit de manière très très cavalière puisqu'il s'agissait d'économiser sur nos consommations d'énergie pour passer l'hiver. Mais en fait, la réalité, c'est que ce concept de sobriété, il est aussi central pour une transition énergétique dans la durée et structurelle de nos économies. On avait aussi émergé le mot de régénération, c'est-à-dire qu'on commence petit à petit à intégrer la problématique des ressources et de l'impact sur les milieux naturels. Et on parle de plus en plus en fait, de réparer le vivant, de réparer le naturel. Et je pense que de la même manière, ce concept va continuer à prospérer dans les prochaines années. Et ensuite, et là c'est vraiment l'objet de notre conférence, une très grande actualité réglementaire dont je vous parlerai brièvement pour ce qui s'est passé en 2022 et qu'on continuera donc à se déployer en 2023. Je ne sais pas si tu as des mots à ajouter, Laurent. Je pense que c'est clair. Donc l'idée, c'est qu'on fait ça un peu en entonnoir, un petit rappel rapide sur la COP27, puis comment est structuré le cadre réglementaire en Europe et comment ça se découle sur la France. Après, on fait un focus sur la partie carbone pour les entreprises en France. Et là, on a dû choisir des sujets, parce qu'en fait, rien que ça, c'est déjà trop vaste. Et on essaie d'avoir un maximum de temps pour des questions-réponses. Donc, sur la COP27, je vais être assez bref. Il y a des constats. Globalement, ça ne va pas très bien. On commence à avoir des sujets de pénurie d'eau. On commence à pouvoir modéliser qu'il y a des risques de catastrophes alimentaires, de réduction des rendements, etc. Donc, comme disait Ahmed, on commence à rentrer dans le régime des risques physiques liés au climat. Il y a quelques engagements. Certains, le Breakthrough Agenda, c'est un groupe de pays qui décide d'avancer un peu plus vite que la musique sur les actions de décarbonation. Il y a toujours le sujet de trouver des sous pour les pays qui vont en premier prendre les plâtres et les catastrophes climatiques qui sont en priorité, malheureusement, dans les pays en développement. Et il y a un vrai sujet de monter notre niveau de jeu, l'humanité, sur les systèmes d'alerte. Au final, ça reste quand même globalement décevant. Aujourd'hui, en ce moment, il y a le Forum économique de Davos. Là, vous voyez Agor qui synthétise la situation. On a quelques engagements, mais on échoue toujours. On a besoin en fait d'un processus qui soit un processus, on va dire, de super majorité et pas d'unanimité au niveau de la COP. Aujourd'hui, on a les sociétés pétrolières et les gazières, les États pétroliers qui décident de l'agenda et qui disent ce dont on a le droit de parler ou de ne pas parler. Donc la dernière COP, on n'a pas le droit de parler de la réduction de la production de pétrole et de gaz, c'est un sujet interdit. Et là, ça va être un représentant de l'industrie pétrolière qui va être président de la prochaine COP. On voit bien qu'il y a malheureusement, par rapport au pas de temps court, pas grand-chose qu'on puisse vraiment attendre de la COP. Par contre, ces histoires de super majorité et être capable d'avancer plus rapidement, c'est quelque chose qui vraiment au niveau européen est en place. Et je vais laisser Ahmed en parler parce que là, on voit qu'il y a des vraies actions concrètes, structurantes qui arrivent, qui mettent du temps, mais qui arrivent vraiment. Alors, évolution du cadre réglementaire. Là, il ne s'agit pas de faire un cours de droit, on l'a pensé d'un point de vue très, très pratique, c'est-à-dire on vous passe des infos et vous, après, qu'est-ce que vous pouvez en faire dans le cadre de votre activité ou dans des situations où vous devez convaincre. Donc, il ne s'agit pas de faire l'inventaire de toutes les normes qui sont en train d'être adoptées, on le fait un peu, mais pas exclusivement. Mais le gros en fait, de l'effort qu'on a voulu faire pour vous ici, c'est de la contextualisation. Donc, bien expliquer quelle réglementation a quelle place, pourquoi elle est là, comment elle est adoptée et quel est l'impact potentiel qu'elle va avoir. On remonte au niveau le plus haut et je vais passer assez vite sur cette étape parce que je pense que vous la connaissez tous. Tout vient de la CNUCC, donc la Convention des Nations Unies. Alors, je suis désolé, mais sur les CC, je me trompe toujours, mais disons pour la lutte contre le changement climatique.
En plus, je l'avais écrit. Cette structure internationale, qui est un forum de discussion des États membres, en fait, travaille sur trois principes: principe de précaution, principe de responsabilité commune mais différenciée, principe du droit au développement, avec cet agenda de lutte contre le changement climatique. Et au sein de la CNUCC, on a deux outils. On a la COP. La COP, c'est une réunion annuelle des États membres pour faire avancer en fait l'agenda de lutte contre le changement climatique. Et on a le GIEC, et le GIEC dont vous avez tous entendu parler est un organisme, je dirais, de synthèse qui synthétise tous les travaux publiés en matière de changement climatique, qui les restitue et qui en font des outils en fait d'aide à la décision pour les États membres. On a eu plusieurs moments clés depuis 1990 et la création du GIEC. On connaît tous évidemment l'accord de Paris, qui a été la COP 21, donc, et le moment où a été adopté ce principe de trajectoire carbone et de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré idéalement. Ces engagements-là, ils se traduisent concrètement en réglementation au niveau européen. Comment c'est fait? Déjà, au sein de l'accord de Paris, en fait, l'Union européenne a pris des engagements volontaires comme d'autres États membres. Et donc, c'est la contribution nationale de l'Union européenne, un objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Et à partir de là, en fait, l'Union européenne va adopter tout un tas de réglementations pour exécuter concrètement, donner suite concrètement aux engagements qui sont pris. Et la difficulté qu'on a sur les sujets climatiques par rapport à d'autres sujets, c'est que, en fait, c'est à la fois une réglementation qui est éclatée dans différents textes. Elle est à la fois de nature législative, mais aussi de nature administrative, c'est-à-dire qu'elle va relever du fonctionnement même de l'Union européenne et de ses modalités de prise de décision. Et troisième niveau de difficulté, c'est qu'en fait, on est en train de réglementer quelque chose qui a une base physique. Et donc, c'est très, très difficile d'avoir une vue macro, synthétique et compréhensible de tout ce qui est en train de se passer si à la fois on n'a pas le sous-jacent physique, c'est-à-dire la compréhension physique de la problématique de lutte contre le dérèglement climatique, et en plus, si on n'a pas une capacité de suivi de l'agenda réglementaire. Mais donc, concrètement, on va avoir des textes qui portent sur les objectifs généraux et qui vont fixer des ambitions. On va avoir des textes qui portent sur des contraintes sectorielles et on va avoir des outils qui vont en fait adapter le fonctionnement de l'Union européenne, que ce soit du point de vue de l'adoption du budget, que ce soit du point de vue de l'aménagement, par exemple, du régime des aides d'État, ou d'appel à projets de l'Union européenne pour encourager des technologies vertes par rapport à d'autres. Et tout cela, en fait, est organisé par séquence dans des paquets. Donc souvent, on parle vous avez tous entendu parler du Green Deal, Fit for 55, REPowerEU. En fait, ce sont des paquets qui proposent en fait une série de textes et une stratégie sur une séquence donnée pour faire avancer l'agenda climatique. Et donc, vous voyez le schéma général à droite. On va avoir un objectif au niveau macro pour l'Union européenne. Ensuite, on va avoir des textes qui s'appliquent au niveau de l'Union européenne directement, comme par exemple le régime de quota carbone. On va avoir des textes qui vont imposer des contraintes sectorielles, donc par secteur, et donc du coup des changements réglementaires au niveau de ces secteurs. Et on va avoir un texte général sur les puits carbone qui doivent être préservés au niveau de l'Union européenne, même si c'est appliqué par chaque État membre. Petit point rapide, encore une fois, ici c'est pas, le sujet, ce n'est pas que vous deveniez des professionnels de la procédure législative européenne, c'est de bien comprendre pourquoi c'est long et pourquoi souvent c'est difficile de suivre. On a un pouvoir d'initiative de la Commission en matière de réglementation. Et la Commission, elle fait deux choses. Elle va faire du thought leadership, c'est-à-dire poser des idées sur la table dans le cadre d'études, de lignes directrices, de plans. Et ensuite, elle va obtenir l'autorisation du Conseil européen pour faire avancer les textes. Elle a un pouvoir dans la procédure législative, elle a en opportunité totale
de faire avancer le texte en fonction des positions du Conseil et du Parlement. Le Conseil représente les gouvernements de l'Union européenne et le Parlement, ce sont des parlementaires donc, qui sont élus au suffrage universel avec une répartition des États membres en fonction des tailles de population. Et on a un processus de co-légifération où à la fois le Conseil et le Parlement doivent valider en fait la proposition qui est proposée par la Commission, sachant que, je le rappelle, c'est la Commission qui a l'initiative de faire avancer le texte ou pas en fonction des blocages. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça négocie à tous les étages. Ça négocie au niveau du Conseil entre les États membres, ça négocie au Parlement, au sein des commissions et au niveau du Parlement, sachant que l'originalité du Parlement, c'est qu'on a une double dimension de négociation. On va avoir l'effet État membre et l'effet parti politique. Et ensuite, on a un outil pour réconcilier toutes les positions, et il est quasi systématiquement utilisé cet outil, qui est le trilogue. Le trilogue, c'est l'équivalent européen de la comité mixte paritaire. On essaye de réconcilier toutes les vues. Et une fois que le texte est adopté, vous avez, en fonction du type de réglementation, soit une application directe quand c'est un règlement, soit une transposition quand c'est une directive. Et quand c'est une transposition, rebelote, on passe au niveau national et il faut traduire dans un texte national la directive qui est prête. Et ce schéma que j'ai essayé de présenter de manière très synthétique, en fait, il vous donne une mesure de la longueur des délais et il vous permet aussi de vous situer dans le moment où on se trouve par rapport à une annonce qui a été faite au niveau politique. Parce que quand on vous dit le Green Deal a été adopté, la réalité, c'est qu'on n'a pas encore fait grand-chose par rapport à tout ce qui reste à faire. Un point quand même qui va être très utile pour vous si vous avez besoin de convaincre des prospects ou vos parents à l'occasion d'un dîner de famille, qui vous disent « mais moi, franchement, la réglementation climatique, ça ne me concerne pas trop. À titre personnel, j'y crois à mort, mais je ne vois pas en quoi ça affecte mon entreprise ». On a une étude qui est parue en 2022 avec des chercheurs qui se sont amusés à mesurer le nombre de normes qui s'accumulaient au niveau européen et qui avaient un lien de près ou de loin avec la réglementation climatique. Et vous voyez que le résultat est vraiment sans discussion possible. On est vraiment dans un changement structurel de régime économique et ça ne va pas s'arrêter. Deux paquets législatifs à avoir en tête. J'avance vite pour que Laurent ait aussi de la place pour discuter. Fit for 55, REPowerEU. Ils convergent d'une certaine manière, mais ils n'ont pas la même ambition initiale. Le Fit for 55, il s'agit d'ajuster en fait, les ambitions de l'UE et de les monter à 55% d'ici 2030 en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et ce paquet, donc Fit for 55, c'est un paquet. Il a dans son programme tout un tas de directives et de règlements à modifier ou à adopter, dont on verra les principales dans les slides suivantes. Et REPowerEU, donc paquet adopté en 2022, c'est un paquet qui est né de la réaction en fait, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et l'agenda principal, c'est plus un agenda de souveraineté énergétique, mais qui converge en fait avec la problématique du dérèglement climatique. Quelques éléments clés en fait, du paquet Fit for 55. Emission Trading System, c'est les quotas carbone. Quotas carbone, ça s'applique donc au niveau européen et ça concerne principalement les industries. Dans les négociations en cours, on renforce les objectifs du système. On intègre de nouveaux secteurs, transport routier, bâtiment. On aménage l'introduction de l'aviation aussi dans ce système. On réduit le nombre de quotas en fait, pour avoir un effet prix sur le prix du quota. Et on supprime, ça c'est lié avec la taxation carbone aux frontières, on supprime les quotas qui ont été alloués gratuitement à certains industriels pour limiter les fuites de carbone, c'est-à-dire les délocalisations d'activités polluantes. On peut passer à la suivante. Et donc là, on a le penchant qui est le mécanisme d'ajustement aux frontières. Et le mécanisme d'ajustement aux frontières, en fait, il vise à intégrer la logique de quota carbone
pour les importations, et donc éviter ce mécanisme de fuite carbone. Et donc, la disparition d'allocations de quotas de CO2 qui visaient à limiter les fuites de carbone vont disparaître avec l'émergence de la taxe carbone aux frontières. Et l'idée, parce que la problématique fondamentale ici de ce régime, c'est de respecter les règles du commerce international, c'est-à-dire une fois que vous êtes dans un traité de l'OMC, vous ne pouvez pas défavoriser un pays tiers par rapport aux pays aux entreprises de votre région. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'arriver avec ce double ajustement d'un prix carbone unique pour les entreprises européennes et les entreprises étrangères. Et petit point important qui a été très fortement débattu dans le cadre du trilogue de décembre 2022, c'est que une partie des fonds supplémentaires qui vont être générés par cette nouvelle taxe vont être redéployés à des fins d'investissement dans le secteur green et à des fins de solidarité par la création d'un fonds social pour le climat qui va anticiper en fait l'augmentation de prix qu'on peut raisonnablement imaginer par l'effet de cette taxation supplémentaire. Et je vois qu'il y avait une question sur est-ce que les CBM, c'est uniquement sur les matières premières, ou également les produits, tous les produits importés. On revient par écrit sur ces sujets, mais effectivement, il y a tout un enjeu de. C'est simple de se calculer le carbone sur les matières premières. Dès qu'on est sur des produits finis où il y a une étape de chaîne de valeur, c'est plus compliqué. Et on voit bien que c'est un risque d'avoir non pas juste les grosses industries, mais l'ensemble des chaînes de valeur qui fuitent, qui partent d'Europe. Donc on revient là-dessus pareil. Puits de carbone naturel. Puits de carbone naturel, c'était la partie tout à droite du diagramme que je vous ai présenté il y a quelques slides. L'idée est la suivante, c'est que, alors certes, on a des objectifs de réduction d'émissions, mais on a aussi des objectifs de préservation et d'élargissement des puits naturels de carbone. Je vous rappelle que au niveau mondial, les émissions de gaz à effet de serre proviennent évidemment par moitié de la combustion de carburants fossiles, d'énergie fossile, mais pour un bon quart, un bon cinquième du changement d'affectation des sols, en fait. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on construit, qu'on artificialise les sols, on se prive d'un puits carbone naturel. Et c'est tout l'objectif de cette norme qui est de préserver les puits carbone et de les élargir progressivement. Et entre les objectifs nationaux de réduction d'émissions et l'élargissement des puits carbone, à la fin, l'idée, c'est d'avoir une quota et une flexibilité qui permettent aux États membres de jouer sur les leviers possibles, c'est-à-dire en gros, entre les objectifs de réduction et l'élargissement de puits de carbone, on a une communication, en fait, c'est en vase communicant. Et partage de l'effort, donc ça c'est la réglementation que je viens de mentionner. Partage de l'effort, on l'appelle partage de l'effort, en fait c'est la norme qui donne des objectifs annuels contraignants aux États membres par secteur qu'ils ont ensuite à exécuter dans le cadre de plans dont on parlera. Petit topo sur ce qui est déjà fait et ce qui reste à faire. Donc, on n'a pas eu l'occasion, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler, mais ce sont aussi des sujets passionnants. Le gros des sujets mobilité ont déjà été traités en trilogue. On a la norme CAFE, donc c'est sur l'efficacité énergétique des moteurs. On a des sujets carburant aviation, carburant maritime, qui visent à l'introduction progressive de biocarburants en fait, dans les mix énergétiques du secteur de l'aviation et du secteur maritime. Et on a la norme infrastructure de carburants alternatifs qui vise en fait à installer sur tout le territoire européen des infrastructures de carburants alternatifs, désolé pour la répétition, donc en fait des bornes de recharge électrique, des stations biogaz et des stations hydrogène. En fait, ce sont des objectifs qui sont donnés à chacun des États membres.
Et alors, donc, dernière étape, si vous voulez, de cet enchaînement, de cet entonnoir, ce qui se passe au niveau national, et donc la déclinaison, par exemple, en France, des engagements climat, qui sont des engagements pris au niveau international et traduits en réglementation européenne. Et là encore, rebelote, on a un règlement européen qui dit comment faire. Donc, c'est le règlement sur la gouvernance de l'Union de l'énergie et de l'action climatique qui impose aux États membres d'adopter des plans pluriannuels d'exécution. Et ça se traduit par quoi au niveau français? On a une stratégie française pour le climat qui est composée d'une loi de programmation énergie-climat, et ça va être la première fois qu'on l'adopte à échéance juillet 2023, si mes souvenirs sont bons. Et cette loi de programmation énergie-climat, elle va donner de la guidance à trois autres textes qui sont extrêmement importants et que vous connaissez certainement. La SNBC, donc la Stratégie nationale bas carbone, le PNACC, le Plan national d'adaptation au changement climatique, et la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et dans chacun de ces textes, vous allez avoir en fait des objectifs concrets, chiffrés. On veut tant de solaire en toiture, on veut atteindre tant d'objectifs de production de biogaz, on veut tant de véhicules électriques, on se donne un objectif d'installer tant d'éoliennes sur 2021, 2022, 2022, 2023, etc., etc. Et donc, en fait, là encore, je rebondis sur ce que j'ai déjà dit, sur la partie, on n'est pas en train de rafistoler, en fait, on est en train de changer structurellement la forme et la composition de nos économies. Et on est, alors vous avez probablement souvent entendu parler à l'occasion de la précédente élection présidentielle, de la planification écologique, il faut de la planification écologique, etc. En fait, c'était du blabla politique. En fait, ça fait longtemps qu'on est déjà dans cette planification, que les États membres ont des objectifs très stricts qui se traduisent par des sujets très, très concrets à mettre en œuvre. Et là, petit point aussi pour ceux qui sont dans des sujets d'investissement, qui ont besoin de lever des fonds, qui ont besoin de convaincre. En fait, ne vous prenez pas la tête à faire des études de marché. Tout est public. Tout est public. Vous avez tous les proxys. Si vous voulez savoir combien il faut de bornes de recharge électrique à horizon 2025 en France, vous allez voir la PPE. Et vous avez un objectif, et en plus, vous avez l'assurance que l'État français a l'obligation d'adopter des réglementations qui vont faire le maximum pour arriver à cet objectif. Et pour rebondir là-dessus, on pourrait rajouter une troisième colonne encore à droite, après typiquement la SNBC. On voit que dans le secteur de l'immobilier construction, la RE2020 et le décret tertiaire, les objectifs de performance énergétique et d'émissions pour la construction du bâtiment et pour leur utilisation doivent être cohérents avec la trajectoire carbone du secteur de la construction qui est un sous-ensemble de la SNBC. On voit comment tout se chaîne jusqu'à une maille sectorielle qui peut être très fine. Et donc, pour finir et aller vite, les enjeux de la prochaine actualisation, et là, on va en parler de plus en plus à mesure que les semaines passent, c'est l'ajustement à l'objectif 55%, la prise en compte de tout un tas de travaux d'analyse qui ont été publiés, comme les scénarios de l'ADEME, le bilan prévisionnel 2050 de la RTE, le renforcement de ce que Laurent vient de mentionner, c'est-à-dire de l'articulation entre les différents objectifs climatiques et les planifications territoriales et assurer de la cohérence à tous les niveaux, et l'adoption des prochains budgets carbone, tout simplement. Donc ça, c'est le cadre général. Donc on voit qu'on part du macro et que au niveau COP, c'est bien que ça existe, mais ça peut pas être, ça sera forcément en retard parce que c'est de l'unanimité. En revanche, au niveau européen, on a vraiment la grande machinerie qui a été mise en œuvre. Concrètement, comment ça se traduit avec un peu tout le retard et la complexité et tout le fait que ça se déplie progressivement au niveau des entreprises en France? Quand on n'a pas en tête ce schéma général, en fait, on est un peu perdu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les obligations, elles vont être toujours plus nombreuses et ça ne va pas aller en simplifiant parce qu'on va être de plus en plus granulaire. Donc là, on en a mis quelques-unes. BGS, CSRD, NOM, MACSF, SFDR, ça part un peu dans tous les sens. C'est normal parce qu'en fait, on décline sur plein de secteurs des objectifs sur de l'énergie, sur du carbone, sur de l'adaptation, de l'information consommateur, etc., etc. Donc, on ne va pas pouvoir tout traiter. Même si on n'est que sur la France et que sur le carbone, qui est un sous-ensemble de tous les enjeux d'environnement. Ce qu'on peut déjà essayer de faire, c'est avoir un cadre mental pour
comprendre comment ces réglementations s'appliquent aux entreprises. En fait, il y a un premier sujet, c'est savoir quelles entreprises vont être concernées, quel secteur, quelle taille d'entreprise. Ensuite, qu'est-ce qu'on va devoir reporter? Là, je parle uniquement du carbone, hein. Il y a d'autres sujets, biodiversité, etc. C'est quoi le périmètre de reporting organisationnel, le périmètre des émissions, à quelle fréquence il faut calculer ça? Et de plus en plus, on commence à avoir des obligations qui montent sur les parties réduction. À quel horizon de temps on doit réduire de combien? Donc, pour illustrer, déjà, là j'ai un peu simplifié parce qu'il y a des enjeux d'obligation d'audit, de taxe carbone, etc. Mais ça, c'est un peu une version simplifiée de comment on pourrait cartographier tout ça. Si on va plus dans le détail, les secteurs, déjà, il y a des réglementations qui sont transversales, qui s'appliquent à tout le monde, et après, il y a des réglementations secteur par secteur. Ensuite, il y a des réglementations selon les tailles d'entreprise, et la taille des entreprises, on la définit selon des critères, nombre de salariés, chiffre d'affaires, taille de bilan, et puis il peut y avoir des différences sur le côté ou le bon côté. Ensuite, si on parle de à quelle maille on va reporter, est-ce qu'on a la maille de l'entreprise? Donc là, ça peut être le groupe, des filiales ou même des sites. Et après, il y a un autre univers réglementaire qui est plus à la maille produit. L'affichage environnemental en fait partie, par exemple. Et c'est en fait ces deux mondes qui, aujourd'hui, dans les réglementations, se parlent pas directement, mais le législateur s'assure d'avoir des choses un peu cohérentes. Ensuite, il y a le périmètre des émissions. Est-ce qu'on est que sur ce qu'on appelle les émissions vraiment directes, physiques de scope 1, ou est-ce qu'on va être scope 1, 2, 3 sur un cycle de vie complet? Donc, le sens de l'histoire, c'est évidemment d'être sur un cycle de vie complet, parce que les chaînes de valeur, tout le monde dépend des autres dans une chaîne de valeur. Il y a des sujets de fréquence. Est-ce que tous les 4 ans, c'est un peu historiquement comme ça? On est en train d'aller vraiment là, le coup est parti pour passer en reporting annuel. Il y a un peu à long terme des perspectives d'avoir des choses mensuelles ou trimestrielles, typiquement pour s'aligner sur la maille de réglementation de la finance. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est sur des enjeux à 10 ans, 30 ans, donc la priorité, c'est pas avoir un reporting trimestriel, c'est plutôt la suite, raisonner, se donner des horizons de temps et des objectifs. Horizon de temps, parfois il n'y a juste pas d'horizon, c'est pas assez mature. Parfois ça peut être très long terme, ça peut être court ou moyen terme. Et là, court ou moyen terme, ça va dépendre des secteurs, hein, parce que dans la construction du moyen terme, c'est 10 ans. Dans le numérique, 10 ans, c'est le futur. On n'a aucune idée de vraiment exactement ce qui se passe dans 10 ans. 10 ans, c'est extrêmement long pour certains secteurs. Et après, en termes d'objectifs de réduction, parfois il n'y a juste pas encore d'objectifs, c'est pas mature, ça n'a pas encore percolé jusqu'à ce niveau-là. Dans certains cas, il peut y avoir des recommandations, des guidelines. Parfois, ça va être vraiment des objectifs contraignants avec des attentes. Comment ça fonctionne pour illustrer un peu cette logique? Et là, on n'est que sur le carbone. La réglementation sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, bon, ça c'est uniquement en France, hein, elle est transverse, c'est pour tous les secteurs. C'est les grands groupes et les ETI. C'est à la maille de l'entreprise, et on peut consolider groupes et filiales, il n'y a pas d'obligation de descendre au niveau du site. Là, c'est une des nouveautés, on est sur scope 1 et 80% du scope 2 et 3, alors qu'avant c'était scope 1 et 2. C'est une fréquence encore tous les 4 ans. Il y a maintenant des objectifs à court terme, il faut définir un plan d'action à court terme, 3-5 ans, mais il n'y a pas l'obligation de se dire c'est tel niveau de réduction qu'il faut atteindre. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'on est sur une réglementation transverse, on n'a pas pour tous les secteurs ces objectifs de réduction qui ont été définis. Ça, c'est un exemple. Un exemple très différent de réglementation sur le carbone, c'est ce fameux marché EU ETS, donc Emission Trading Scheme, c'est donc les quotas carbone pour les grands sites industriels. Ça se focalise sur l'industrie incluant l'énergie. C'est à la maille des sites. Et donc là, on a fait la sélection de tous les sites qui sont vraiment émissifs, qui représentent plus de la moitié des émissions directes en Europe. Centrales électriques, aciéries, raffineries, papeteries, cimenteries, engrais, aluminium, etc. C'est uniquement scope 1. Parce qu'en fait, le CO2 sort de ces sites, donc on peut le compter, vraiment le mesurer. Donc il n'y a pas d'obligation de faire du scope 2 et 3. C'est tous les ans, parce que c'est une maille suffisante, ma foi. Et après, il y a ce marché des quotas carbone qui définit un horizon de temps, donc plutôt de moyen terme, parce que là, je dis moyen terme pour les industriels, donc c'est suffisant pour que ça envoie un signe, ça permet de planifier les investissements. Et il y a en fait, de fait, des objectifs de réduction avec ce qu'on appelle un système de cap and trade, où on avait capé les émissions, il y avait des quotas gratuits, après on pouvait s'échanger et les prix montent à mesure que les quotas diminuent. Donc voilà, et ce qu'on voit, c'est que selon les sujets, selon les secteurs, on peut être sur n'importe quelle combinaison de ces paramètres qui définissent la manière dont on va compter le carbone. Et il y a
Dans l'absolu, c'est mieux de faire du scope 3 tous les ans et d'avoir des objectifs de long terme, etc. Il y a juste des sujets qui ne sont pas matures et il y a un équilibre législatif à avoir pour ne pas non plus écraser toutes les TPE de France et de Navarre sur un reporting impossible à faire. Donc, on va faire un petit focus sur 3 sujets. Bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Je vais à la conclusion, le scope 3 devient à peu près obligatoire. L'arrivée de la CSRD, c'est en gros la généralisation des déclarations de performance extra-financière partout en Europe jusqu'au PME, et le sujet de l'interdiction, pour ainsi dire, des allégations de neutralité carbone. On va voir qu'en fait, ce n'est pas vraiment interdit dans la pratique. Il y avait plein d'autres sujets, mais on a dû faire ces choix. Une fois de plus, s'il y a des sujets sur lesquels vous avez des questions qui ne sont pas là, posez-les, on y répondra si on a le temps, sinon par écrit. Donc, l'évolution des bilans d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est sur la V5 du BGS, pour un peu jargonner. Ce qui ne change pas, c'est les entreprises qui sont soumises à la réglementation. Si c'était un sujet pour vous, ça l'est toujours. Si ce n'était pas un sujet pour vous, ça ne l'est pas. Donc voilà, entreprise de plus de 500 salariés, il y a les personnes morales également. Fréquence de reporting, bah là, on voit que ce n'est pas encore annuel, mais de toute façon, ça va être un peu dépassé par la CSRD, donc ce n'est pas grave. Et il y a une petite amende qui était passée de 1 500 à 10 000 euros. Ce qui change, en revanche, c'est obligation de couvrir les émissions indirectes, donc indirect, c'est scope 2 et 3, à 80%. Alors là, j'ai mis un petit smiley parce que pour être sûr qu'on couvre 80%, ça veut dire qu'il faut calculer 100%, sinon on n'est pas sûr d'être à 80%. Donc, il y a j'ai expliqué comment on fait ça. Il y a maintenant l'obligation de définir un plan de transition qui doit être publié sur le site de l'ADEME, et l'organisation des postes d'émission évolue un peu. Pour rentrer un peu plus dans le détail sur comment on détermine ce que c'est des émissions indirectes significatives. Bon, déjà, en amont, il faut savoir le périmètre organisationnel, quelle filiale, quel site on va regarder, et cartographier les types d'émissions. Est-ce que j'ai des camions, du chauffage au gaz, des déplacements des collaborateurs, parce que sinon, on ne va pas pouvoir commencer à réfléchir. Puis après, il faut choisir des critères de sélection des postes significatifs. Désolé pour le jargon. Chose à retenir, d'abord, c'est l'ampleur des émissions qui va compter. Donc, il y a au minimum, pour compter 80% du scope 2 et 3, mais vous pouvez dire que vous allez faire 85, 90 ou 100%. Et ce n'est pas uniquement quelque chose, quand on dit significatif, ce n'est pas uniquement il y a une dimension un peu quantitative aussi, qualitative, sur est-ce que vous pouvez influer et réduire les émissions, est-ce qu'il y a un vrai enjeu de vulnérabilité. Je sais pas, le gaz c'est du scope 1, mais typiquement on voit qu'on peut être vulnérable à ça. Est-ce qu'on est sur un sujet qui est très bien balisé dans son secteur, il y a des guides sectoriels, là c'est plus simple à mesurer, ou est-ce qu'il y a un vrai enjeu d'engagement du personnel, typiquement les déplacements d'initiés de travail, c'est peut-être pas énorme pour une entreprise industrielle, mais il y a un vrai enjeu de cohérence, est-ce que tout le monde puisse se sentir impliqué et qu'on pense aux salariés. Donc voilà, il faut faire ce qu'on appelle des calculs d'émissions en ordre de grandeur. Donc là, j'ai repris texto ce qu'il y a écrit dans la réglementation. Estimer chaque poste en ordre de grandeur. Ils disent sans calcul détaillé, mais ils disent quand même d'utiliser des données d'activité, des facteurs d'émission et des informations facilement disponibles, utiliser des guides sectoriels, d'autres études, s'inspirer d'autres bilans carbone de son secteur qui ont été faits. Donc, ça reste un peu paradoxal de dire que c'est en ordre de grandeur et qu'il faut avoir des données d'activité, des facteurs d'émission. Voilà. Mais l'idée, c'est qu'on va à minima pouvoir regarder tous les achats et faire un premier facteur monétaire, raisonner en ordre de grandeur. Est-ce qu'on parle de dizaines de tonnes, centaines de tonnes, dizaines de milliers de tonnes de déchets, et en face mettre un facteur d'émission, pas forcément ultra détaillé par type de déchets, mais au moins voir en ordre de grandeur si c'est beaucoup. Et après, on sélectionne les postes d'émission qu'on veut couvrir de manière pérenne dans le temps et qu'on va considérer comme étant ces émissions indirectes significatives. Et donc là, il faut qu'au total, par rapport au calcul d'ordre de grandeur qu'on a fait sur tous les postes, ça dépasse le seuil qu'on se donne d'ampleur, qui est au moins 80%, scope 2 et 3. Et là, il ne faut pas s'interdire sur les sujets qu'on peut maîtriser et qui ont une vraie dimension d'engagement, de les retenir, même si ça ne représente pas énormément d'émissions. Ensuite, on a une nouvelle organisation des postes d'émission. Alors, c'est en vrai plus logique de les avoir comme ça. On a toujours les émissions directes, scope 1 et 2, l'énergie, donc en gros électricité et réseau de chaleur. Et après, il y a un gros bloc sur le transport, un gros bloc sur les produits qu'on a achetés, un peu l'amont de sa chaîne de valeur, un gros bloc sur l'aval, les produits qu'on a vendus. Et puis, il y a toujours la possibilité d'avoir quelques exceptions. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'il faut prioriser. Si côté action, on doit un peu se jeter à l'eau et donner une suggestion,
qui a priori est un peu inévitable. Honnêtement, ça paraît compliqué de ne pas, de manière pérenne, mesurer sa logistique amont-aval. Les déplacements de ses salariés, les déplacements pro, c'est des choses qui ne sont pas hors normes en termes de calcul. Déplacement des visiteurs et des clients, en fait, soit c'est quasiment un non-sujet, soit c'est le cœur du sujet. Entreprise retail, c'est un vrai sujet, parce qu'il y a plein de gens qui viennent chez soi. Entreprise de service, on a quelques fois des clients qui viennent dans les bureaux. On peut assez rapidement se faire une conviction et faire un calcul dans le demandeur et se dire que c'est pas important. Sur la partie produit, bon, à part les actifs en leasing, c'est un peu évident que les achats de biens, les achats de services, il va falloir se pencher dessus. À minima, un premier filtre en facteur monétaire, parce que sinon ça va vraiment prendre trop de temps. Les immobilisations, les données sont en général disponibles. Et gestion des déchets, en général, les services généraux ont des infos, on peut faire un ordre de grandeur facilement. Et après, sur la partie aval, si on vend des produits physiques, en général, ça a un impact en aval et c'est compliqué de ne pas faire quelques calculs un peu d'ordre de grandeur là-dessus. Si on ne vend pas de produits physiques, on est vraiment une entreprise de service, on peut se permettre de se dire qu'a priori, c'est quelque chose qui peut être exclu. Et je ne précise pas les histoires de leasing amont-aval où en fait, soit c'est vraiment pas un sujet, soit c'est votre cœur de métier quasiment. Je caricature, mais c'est ce qu'on a chez nos clients. Idem pour les investissements. Si vous êtes une entreprise dans les investissements, c'est votre cœur de métier. Donc 99% de vos émissions, c'est vos investissements et c'est bien normal. Donc voilà, j'ai assez rapidement, mais ça c'est globalement le message, c'est qu'on va dans le sens de l'histoire, c'est d'avoir cette logique de chaîne de valeur et donc le scope 3 devienne obligatoire. Le régulateur a essayé de ne pas imposer quelque chose de vraiment trop brutal pour tout le monde, où tous les postes sont obligatoires, méthode bilan carbone. Néanmoins, il faut commencer à se structurer et s'organiser pour commencer à récupérer les informations pour y arriver. Je ne vais pas plus loin dans le détail sur ces évolutions réglementaires, mais je vois qu'il y a eu des questions qui sont sûrement là-dessus, donc je verrai quand pour y répondre. Rapidement, deuxième sujet, indépendant, mais en fait ça va converger, c'est ce qu'on appelle la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, en anglais. Donc, en gros, c'est juste la suite de la NFRD, Non-Financial Reporting Directive, qui existe depuis quelques années. Simplement, c'est sa version plus qu'on va élargir, qu'on va renforcer, qui va être plus exigeante. Les objectifs sous-jacents, c'est faire qu'on puisse harmoniser, améliorer la qualité des infos qu'on publie. Et là, c'est pas que carbone, c'est une déclaration de performance extra-financière, les PEF, ça couvre tout le ESG, toute la RSE. C'est l'objectif aussi qu'il y a derrière, c'est que les investisseurs aussi grand public puissent avoir des infos pertinentes, comparables et fiables, et encourager les investissements vers cette économie durable. On n'en parle pas ici, mais il y a toutes les histoires de SFDR et de taxonomie européenne. Il y a un vrai enjeu de radicalement verdir l'économie. On a besoin à grande échelle de données fiables et de référentiels pour être capable de guider tout le monde, le grand public et les investisseurs. Donc, quelques innovations ou vraies évolutions. Le plus évident, c'est le champ d'application. J'ai une page détaillée juste derrière, parce que c'est vraiment important. En fait, tout le monde, globalement, tout le monde va devoir s'y mettre. Le contenu du reporting. On a l'obligation d'avoir un reporting détaillé, des fixations d'objectifs. Et pour y arriver, on a eu la création des ESRS, European Sustainability Reporting Standards, où il y a plus d'un millier d'indicateurs. Tous ne s'appliquent pas à chaque entreprise, mais toutes sont frappées, comme dirait La Fontaine. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un gros travail de fond, de normalisation de qu'est-ce qui doit être déclaré sur chaque dimension. Et il y a quelque chose de nouveau aussi, qui est le principe de double matérialité. On doit prendre en compte les activités de l'entreprise sur l'environnement et la société. Donc, il y a vraiment la logique de c'est pas juste mon entreprise, qu'est-ce qui m'arrive, c'est moi, qu'est-ce que je fais à toute ma chaîne de valeur, d'où le fait qu'il faut mesurer le scope 3 quand on parle du carbone. Les sujets audit et certification, ça va devenir progressivement plus exigeant. C'est assez progressif parce qu'en fait, on ne peut pas du jour au lendemain demander à toutes les entreprises européennes d'être auditées par les Big Four si en fait on n'a pas les données qui peuvent sortir, si les auditeurs ne s'habituent pas à la réglementation, etc. Et un vrai point important, c'est que tout ça va devoir être publié avec une section dédiée dans le rapport de gestion, avec un format électronique unique. L'idée, c'est vraiment de pouvoir industrialiser tout ce reporting et de faire gagner du temps à tout le monde avec des bases comparables et que ça soit digitalisé et pas juste des PDF pas harmonisés qui font perdre beaucoup de temps à tout le monde. Donc, on voit que ça va vraiment dans le bon sens et c'est des évolutions assez majeures.
Si je vais rapidement sur les critères d'éligibilité et le calendrier d'application, en espérant pas dire trop de bêtises. Donc là, ce qu'on voit, c'est des années de déclaration. Et en fait, il faut prendre les données de l'année d'avant. Donc là, on est en 2023. Quand on dit que l'année de déclaration, c'est 2024, bah, c'est dès maintenant, 2023, qu'il faut se préparer sur les choses. Donc, en termes de critères d'éligibilité pour 2023, année donnée 2020, pour 2024, donnée 2023, bah, toutes les entreprises, on appelle ça les grandes entreprises qui réalisaient déjà la DPEF, vont devoir basculer sur cette norme qui est bien plus exigeante et structurée. L'année d'après, toutes les entreprises cotées, non cotées en Europe qui satisfassent 2 des 3 critères suivants vont devoir le faire. Chiffre d'affaires supérieur à 40 millions, bilan supérieur à 20 millions, plus de 250 salariés. Donc là, de mémoire, il y avait une dizaine de milliers d'entreprises en Europe sur la DPEF, là on passe à 50 000. Donc c'est vraiment massif. Puis l'année d'après, toutes les PME cotées en Europe, elles ont droit à un référentiel un peu simplifié, de mémoire, la possibilité de différer un peu. Et en 2028, on a même les entreprises non européennes qui répondent à 2 critères. Elles ont un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions dans l'Union européenne et c'est filiale d'une entreprise ou une succursale avec plus de 40 millions de CA en UE. Donc, c'est un petit peu velu, on va dire, comme réglementation. L'idée, c'est globalement, tout le monde va devoir y passer avec un reporting structuré. La bonne nouvelle, c'est vu que tout le monde va devoir le déclarer, ça va être trop compliqué d'aller à la pêche aux infos sur les entreprises qui l'ont déjà fait, avec un format bien cadré. Donc, par rapport au DPEF où ça finissait sur des PDF un peu ajustés, là, ça va être vraiment un format standardisé. Donc, si on fait un petit focus sur la partie carbone, concrètement, c'est-à-dire qu'il va falloir faire son bilan carbone, définir une trajectoire, des objectifs de réduction, définir les effets négatifs sur son entreprise et décrire les actions de réduction qu'on va vouloir mettre en œuvre. Donc, globalement, toutes les entreprises vont devoir structurer leur stratégie carbone suite à la CSRD. Et pour terminer rapidement, un sujet qu'on aime bien, la neutralité carbone. Donc ça, c'est des choses que vous ne verrez plus. Voilà. On ne peut plus dire que de l'eau est certifiée neutre en carbone, qu'on est carbone free, carbone neutral, qu'on vole avec neutre en CO2, qu'on est carbone négatif. Tout ça, c'est interdit. Donc les allégations de neutralité carbone depuis le début d'année, ces expressions-là ne sont plus autorisées. Ça, c'est ce qu'on va voir dans la presse. Quand on regarde dans les textes, il y a 3 conditions pour avoir le droit de parler de ça. Il faut présenter le bilan carbone du produit, avoir fait un bilan carbone sur le plan de droit, donc l'ensemble du cycle de vie. Il faut définir une trajectoire de réduction, mais il y a écrit nulle part qu'il faut être aligné avec les accords de Paris, parce qu'en fait, les trajectoires de réduction à la maille des produits, elles n'existent pas encore. Et dernier point, il faut préciser les modalités de compensation des émissions résiduelles. Donc, on a du mal à voir comment les émissions peuvent être... tout est très paradoxal, c'est-à-dire qu'on doit afficher un bilan sur un produit qui est censé avoir 0 émission. On n'a pas de trajectoire pour savoir à quelle vitesse il faut réduire. Et on doit donc avoir des émissions résiduelles qu'on compense, sachant que résiduelles, c'est ce qu'on est capable ce qu'on devrait avoir le droit de financer après une trajectoire de réduction compatible avec les accords de Paris, mais cette trajectoire de réduction n'est pas compatible, il n'y a pas de lien avec ça. Donc, en gros, nos amis lobbyistes ont fait leur boulot, ce qui fait que ça a été un peu vidé de son sens, mais le coup est parti d'un point de vue grand public. Je pense que c'est maintenant un peu suicidaire de parler de ça. Petit rappel, la neutralité carbone, l'équilibre entre les émissions et les captations de CO2, ça n'a de sens vraiment qu'à l'échelle planétaire, parce que si on est bien en peine de décomposer à la maille sectorielle, croix produit, croix pays, quels seraient les budgets carbone autorisés. Je pense que c'est une illusion de penser qu'on y arrivera. Donc, voilà, sur cette note un peu aigre-douce, on conclut cette présentation et je vois qu'il y a déjà des questions. On va voir lesquelles on peut répondre. Moi, j'ai commencé à répondre par écrit pendant que tu intervenais, Laurent, à certaines questions. Je dis juste 2 mots de conclusion. Déjà, bravo si vous avez tenu jusqu'au bout parce qu'on nous a bombardé d'informations un peu techniques. Mais pour reprendre aussi un peu de perspective, 2023, il y a des sujets dont on n'a pas parlé. Repower EU, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer sur des projets à financer, des nouveaux appels à projets
des technologies qui vont être soutenues par l'Union européenne, donc actualité à suivre. 2023, ça va être la COP28, ça va être l'occasion d'un bilan en fait sur tout ce qui a été fait depuis l'accord de Paris, en espérant que des décisions seront prises pour corriger le cas échéant. Il y aura aussi l'occasion d'un grand sommet mondial des objectifs de développement durable, une sorte de bilan aussi par rapport à l'adoption de ces objectifs en 2015, donc même année que l'accord de Paris. Un premier cadre qui sera proposé, un framework qui sera proposé par la TNFD, qui est un groupe de travail qui s'intéresse au maintien et à la préservation de la biodiversité, et donc qui pourra donner en fait des nouvelles indications sur les bons gestes, les bonnes actions à suivre par les entreprises sur cette problématique-là. Alors, on a beaucoup de questions et peu de temps. On a fait Ouais, nous, on peut, enfin, à titre personnel, on peut déborder. Ouais. On peut essayer de répondre à certaines questions. On voit, et c'est très bien, je reconnais quelques noms, Quentin et autres, Marianne et autres. Donc, les questions très techniques, on revient par écrit dessus, mais en les parcourant, quelle différence entre un BGS et un bilan carbone? Question de Mathilde Boudard. Et en fait, ça c'est un peu un vieux vieille arrière-boutique de comptabilité carbone. Le bilan carbone, normalement, c'est B majuscule, C majuscule, c'est une marque déposée, donc l'association bilan carbone, petit copyright. Et en fait, c'est une démarche un peu dans un esprit de norme ISO, d'obligation de moyens d'aller chercher les données sur l'ensemble des 3 scopes, sans exception, de documenter toute la démarche, de sensibiliser les équipes. Et quand je dis documenter la démarche, c'est le niveau de précision et ce qu'on va mettre en œuvre pour améliorer la collecte de données et donc la précision du calcul les années d'après. Et ça inclut également un plan d'action. Le BGS, lui, c'est le bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Et le bilan carbone, lui, c'est volontaire. C'est devenu une expression courante. Le BGS, le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, c'est un objet réglementaire. Historiquement, c'était scope 1 et 2. On voit que maintenant, pour répondre à votre question, de fait, la notion de scope est en train d'être un peu dépassée parce que le scope 1 est toujours obligatoire. Le scope 2 est sur l'énergie et les entreprises arrivent en général à le suivre. Et maintenant, il y a le scope 2 plus 3, il faut être à plus de 80% de couverture. Donc ça commence furieusement à ressembler à un bilan carbone qu'année historique, marque déposée. Simplement parce qu'il y a ce concept d'émissions indirectes, ça c'est scope 2, l'énergie indirecte, et scope 3, tout le reste. Donc ces émissions indirectes significatives. Dès lors qu'on dit 80% de couverture, on est obligé de bien couvrir l'ensemble de sa chaîne de valeur amont-aval pour être capable de répondre à cette obligation BGS. Et après, de toute façon, on voit que sur les seuils de la CSRD, vu que toutes les entreprises de plus de 250 salariés, pour simplifier, il y a aussi le CA et le bilan comme critère, vont devoir la faire, bah là, c'est une maille annuelle. Et là-dedans, il y a déjà ce concept de reporting carbone sur les émissions indirectes significatives. C'est déjà le cas dans les DPEF. Donc, on voit bien qu'au final, la CSRD, ça veut dire que toutes les entreprises soumises doivent faire l'équivalent, vraiment pas loin, d'un bilan carbone complet, scope 1, 2, 3. Bon, il y a le 80%, mais tant qu'on y est, autant faire 100%. Vas-y, prends les réponses. Moi, j'essaye d'écrire en même temps. Alors, quel est le cadre des DPEF pour les PME? À partir de quand c'est obligatoire? Ce que se passe-t-il si la PME ne l'a pas? Alors, si la PME n'a pas de mémoire, c'est la responsabilité de la direction financière de le faire. Donc, il y a une amende, je crois, de classe 5 à 1 500 €, je crois que c'est ça. Le vrai risque, en fait, c'est que vous allez avoir vos clients, notamment grands comptes, qui vont vous le demander parce que eux, ils ont besoin de vos infos carbone pour eux-mêmes leur DPEF parce que vous faites partie de leurs émissions significatives. Donc, en fait, c'est plutôt ça. Ou alors, vos investisseurs, dans le cadre de la SFDR et des obligations de reporting des investisseurs, vont vous demander des informations carbone. Donc, en fait, ce qui risque de se passer si on ne la fait pas, c'est qu'on va se faire taper dessus par ses clients ou ses investisseurs. Et à partir de quand c'est obligatoire? Je peux revenir rapidement sur la page. C'était pour toutes les PME cotées 2026 sur l'année 2025. Et après, je ne sais pas la taille de l'entreprise, quand on est plus de 250 salariés, bilan, CA, quand on a 2 de ces 3 critères, c'est pour 2025
données de l'année avant, données 2024. Je peux prendre une question Ouais, de spectateur anonyme sur la manière de définir les objectifs de réduction carbone d'entreprises alignées avec la trajectoire des accords de Paris. Alors, c'est un peu de tuyauterie, mais en substance. Le GIEC, en fait, il produit plusieurs scénarios de réchauffement climatique, 7, 5, 6, 2, 1, 5. Et en fait, chacun de ces scénarios est associé à une quantité de CO2 qu'on peut encore émettre à horizon 2030 ou 2050, je ne sais plus. Et en fait, donc ça donne un budget carbone associé à une trajectoire. Et en fait, pour le rapporter à l'échelle d'une entreprise, ce que vous faites, c'est une règle de 3, en fait. Quelle est la contribution le poids de votre entreprise dans un secteur donné. Et à partir de là, vous connaissez la partie de l'effort que vous avez à faire en termes de réduction pour vous, en fait, de votre empreinte carbone, pour tenir une trajectoire, un 5, 2, 3, 4, 5 et autres. Et donc, souvent, vous allez avoir des notions du type ce portefeuille est aligné sur une trajectoire 4 degrés, cette activité est sur une trajectoire 5 degrés. Et en fait, on fait juste ce travail de rapporter les budgets sectoriels qui sont émis par le GIEC à l'échelle d'une seule entreprise. C'est ça, hein, tu es d'accord? Oui, tout à fait. Et je rebondis sur quelques questions. Thomas Taillandier, j'espère pas écorcher le nom. Les entreprises non soumises à la DPF ne sont pas obligées de déclarer leurs émissions indirectes hors électricité chez leur vapeur, non? De fait, si on n'est pas soumis à la DPF, mais qu'on dépasse les 500 salariés, on est soumis au BGS, bilan d'émissions de gaz à effet de serre, et c'est 250 dans les dom-tom, 250 salariés. Et la grande évolution de la V5 de cette réglementation BGS, c'est ce fameux 80% des émissions Scope 2, Scope 3. Donc, obligation de faire un calcul d'ordre de grandeur et après, pour s'assurer qu'on couvre bien 80%, et après de vraiment les calculer. Alors, la question de Frédéric Coutan sur interconnexion avec la taxonomie, je la passe parce que je ne veux pas dire de bêtises en live, et on reviendra dessus. Mathilde Grenier, est-ce que le net zéro, différent de la neutralité carbone, serait bien accepté par les autorités, les consommateurs, pour un référentiel produit ou entreprise? Alors, à brûle pour point, mais on pourra en reparler, Mathilde. Tout ce qui est net zéro, neutralité, etc., je pense que c'est globalement à bannir parce que concrètement, il n'y a vraiment pas de référentiel au niveau sectoriel qui permet de garantir qu'on ne va pas se prendre ratio climat ou bon pote sur LinkedIn qui va vous taper dessus. Donc, je déconseille. Même si c'est des concepts intéressants et que c'est important de distinguer émissions évitées, contribution carbone, enfin, il y a des vrais enjeux de comptabilité carbone. Je pense que ça sera de moins en moins accepté. Donc, on risque de rétro-pédaler si on va dans cette direction. Et question d'Eva sur la neutralité carbone est-elle tolérée à l'échelle étatique, comme dirait OSS? C'est toléré. En fait, physiquement, ça a du sens de parler de neutralité à l'échelle d'un pays. Typiquement, la SNBC veut équilibrer, enfin, le fameux objectif d'équilibrer les émissions et le stockage du carbone, c'est sur le périmètre français. De mémoire, si je ne dis pas de bêtises, ça ne prend pas en compte cette trajectoire-là. Les importations carbone qui représentent la moitié des émissions de la France, au final, en ordre de grandeur, parce qu'on prend l'hypothèse que les autres pays vont aussi décarboner, ce qui est une hypothèse un peu optimiste ou cavalière. Donc, physiquement, ça aurait du sens au niveau d'une plaque géographique de dire il y a des émissions, il y a de la captation, oui, et c'est la logique de la SNBC. Ça suppose que, d'un point de vue import-export, les autres pays font le job, ce qui n'est pas garanti. Et après, si on sort de cette logique géographique et qu'on est sur une logique sectorielle d'entreprise de produits, là, pour le coup, c'est le Far West et il faut vraiment éviter parce que ça va être de plus. Même si légalement, on voit que la loi, suite au lobbying, on a le droit de mettre une petite astérisque, de dire ça émet 3 kg de CO2 en ACV, mais on veut baisser de 3 à 2,5 en 30 ans et on achète 2,5 qui reste sur un marché qui n'est pas trop vérifié. Si on fait ça, le jour viendra où on comprend qu'intellectuellement, c'est bancal.
Tac, tac, tac. CSRD, alors, question de Stéphanie Anton. Concernant la CSRD, sa transposition de la réglementation française, est-ce que vous avez une vision sur les indicateurs précis qui seront attendus? Je ne veux pas dire de bêtises là non plus, mais de mémoire, il y a un gros travail de l'EFRAG là-dessus en cours. En fait, tu vas avoir des normes d'application qui seront publiées au fur et à mesure à partir de maintenant et dans les 2 ou 3 prochaines années. Et en fait, mais ces normes elles vont plus porter sur la manière de faire l'exercice que sur des informations précises, genre indicateurs précis à publier. Ça va plus porter sur la manière de travailler le CSRD, comment on fait un plan de réduction, comment on présente les scopes et autres. Mais la logique fondamentale de la matérialité, c'est quand même de dire on vous impose pas une trame applicable à toutes les entreprises. Le principe de la matérialité, c'est de dire vous publiez des informations qui sont matérielles pour vous et qui ne sont pas nécessairement matérielles pour une autre entreprise. Par contre, il y a bien ce ESRS, ce référentiel avec plus d'1 millier d'indicateurs. Et après, à l'entreprise de justifier pourquoi elle va sur quel était cet indicateur, sachant qu'on a certains un peu obligatoires, typiquement le carbone, on ne peut pas dire qu'on n'est pas concerné. Je vois une petite question. On peut continuer à répondre pour ceux qui le souhaitent. Ouais. On reste quelques minutes. Question d'Elisabetta, que je salue au passage. Qui a le droit de vendre les certificats de carbone? C'est un autre sujet qu'on a fait exprès de ne pas traiter, et les enquêtes récentes sur les sujets RED+, montrent que c'est un autre Far West. Donc, concrètement, c'est toute une chaîne de valeur avec des acteurs qui vont faire des projets, d'autres personnes qui vont définir des normes, puis des auditeurs qui vont vérifier qu'on a bien généré un stockage de carbone qui ensuite est commercialisé. Et selon les pays, selon les types de stockage, etc., on va avoir des certificats avec des standards, entre Gold Standard et Verra, etc. Donc, à la fin, il y a souvent plein de brokers et d'intermédiaires qui vendent des certificats carbone. C'est d'ailleurs un sujet, on manque de transparence. Là-dessus, nous, le message qu'on passe, c'est il y a heureusement des acteurs qui ont pignon sur rue et qui sont de bonne qualité. Globalement, s'il y a une tonne de carbone entre 2 et 5 euros, il n'y a pas de miracle. Voilà. Par contre, si c'est un projet en France à 30 à 60 euros le CO2, dans ce cas, ça devient intéressant. Mais il se pose toujours la question, est-ce qu'on n'a pas en amont des actions de réduction à faire avant de financer ces projets? Et j'ajoute à ça que la Commission européenne a publié une proposition pour encadrer justement ces certificats-là, avec des caractéristiques concernant la fiabilité du certificat et la standardisation, en fait, entre guillemets, des produits. Et on en saura plus en 2023. Et après, question d'Etel. Les collectivités sont-elles aussi régies par la DPEF? Il me semble que non. Elles ont déjà, entre les SRADET, les PCAET, les GAC et autres, il y a déjà de quoi faire, mais elles ne sont pas sur les DPEF. Non, elles ne le sont pas. Mais, concernant l'objectif de réduction d'émissions de l'entreprise, peut-on inventer les émissions par collaborateur ou chiffre d'affaires? Là aussi, je ne veux pas trop dire de bêtises par rapport à comment ça va être transposé. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au final, sur les objectifs de réduction, collaborateur chiffre d'affaires pour une entreprise de service, ce n'est pas inintéressant. Ce qu'on voit, c'est que les secteurs plus avancés, l'automobile, la réglementation CAF, elle était en grammes de CO2 par kilomètre. La RE 2020, c'est des kilowattheures par mètre, donc pardon, RE 2020, réglementation énergie 2020, sur la construction ou décret tertiaire sur les bâtiments, c'est des consommations d'énergie ou des kilogrammes de CO2 par mètre carré. Donc, si on est sur un cas un peu général d'entreprise de service, c'est intéressant de raisonner par collaborateur ou par CA, mais on ne va pas pouvoir avoir un découplage relatif, c'est-à-dire les émissions qui augmentent, mais le PIB qui augmente encore plus vite. À un moment, il va falloir que les émissions baissent en valeur absolue. On ne va pas pouvoir juste se rattraper avec la croissance de son entreprise pour baisser son intensité carbone. Donc, viendra le monde où le moment, d'ici quelques années, où il faudra vraiment avoir de la réduction en valeur absolue. À l'instant T, c'est un indicateur intéressant pour commencer et de se poser ensuite la question, c'est quoi les autres inducteurs et les autres drivers d'émissions et être plus fin dans son analyse. Et merci David pour les KPI précis des FRAC qui ont été publiés en novembre dernier.
Et je vois s'il y a d'autres. Ça, c'était tout pour le chat. Je regarde. Question d'Etel, cadre des DPEF pour les PME à partir de quand c'est obligatoire? Qu'est-ce que c'est ici la PME? On a répondu. BGS, on a répondu. Léa, bonjour au passage. Je reviens là-dessus parce que c'est assez précis sur la partie construction. Idem Quentin, on revient par écrit sur les critères de l'EFRAG, on comprend qu'ils sont publiés. Les dates d'entrée en vigueur en France. Alors, de mémoire, la transposition est en cours. J'ai un autre schéma sur le timing pour la transposition de la CSRD. Ah ouais, parce que en fait, comme toujours, rappelez-vous de l'architecture. Là, ce qu'on a eu, c'est un trilogue, donc un accord politique, mais qui ne permet pas de faire l'économie de la procédure formelle d'adoption du texte. Donc en fait, le trilogue, c'est l'accord politique. Conseil, commission et Parlement sont d'accord sur le contenu du texte. La navette va repartir pour l'adoption formelle par le Conseil et le Parlement. Et ensuite, rebelote, ça va redescendre dans les États membres pour transposition. Tout à fait. Et il y a des petits ajustements de mémoire. Les SAS, Sociétés par Action Simplifiée, n'étaient pas concernés par la DPEF et il est probable que ça saute et que ça les concerne. Donc voilà. Et sur la date d'entrée en vigueur, est-ce que ce sera plus ambitieux? Je n'ai pas d'infos de couloir des ministères là-dessus. Mais ce qu'on voit déjà, c'est que le fait d'avoir la V5 du BGS anticipe déjà, précise et s'aligne avec la CSRD sur l'aspect mesure des émissions indirectes significatives. Question de Stéphanie, comment savoir justement quels sont les indicateurs qui s'appliquent par exemple à une industrie agroalimentaire, surtout pour celles qui auparavant n'étaient pas soumises à la NFRD et DPEF? Alors là-dessus, on pourrait faire en fait un webinaire dédié sur ce secteur-là, parce qu'il y a tout un gros plan qui est sur l'affichage environnemental produit avec les histoires d'éco-score, parce qu'en fait le carbone c'est un sujet dans l'agroalimentaire, mais il y a des enjeux de biodiversité et de santé qui sont au moins aussi importants et qui sont un peu en conflit. Donc là je vais en reparler, mais clairement les enjeux de biodiversité, de toxicité et de carbone climat, c'est un peu des incontournables. Après, les indicateurs précis qui devront être déclarés et des indicateurs de suivi en intensité carbone ou en intensité de dégradation de la biodiversité, ça, je ne vais pas m'avancer tout de suite là-dessus. Les fuites indirectes de carbone liées aux quotas CO2. Là, je ne vais pas répondre à ça tout de suite, Quentin. Question de Quentin sur les fuites indirectes de carbone liées aux quotas CO2. Avez-vous des informations sur les plans de performance énergétique à remettre au DREAL? Là, je n'ai pas la réponse tout de suite. Mais de quelle sorte je ne connais pas dans le détail le décret et l'arrêté de décembre 2022, mais évidemment, on pourra se renseigner. Mais peut-être si tu peux préciser la question, on pourra essayer de t'apporter une réponse précise. Question de Stéphanie. Groupe composé de plusieurs PME, c'est globalisé au niveau des effectifs du CA. Oui, on consolide. Et ça a notamment été une simplification bienvenue de la réglementation il y a quelques années. On peut se permettre de consolider son reporting. Il n'y a pas besoin de faire un reporting fidèle par fidèle. Pour Mathilde, si on est soumis en 2025, on reporte sur 2024. Oui, tout à fait. Alors, question de Marianne sur des histoires de sirènes-sirettes. Je ne lis pas toute la question parce que je sais que c'est casse-gueule. Je reviens là-dessus. Ok, ouais, et le CBAM, je ne connais pas assez. Le CBAM, champ d'application, est-ce que ça concernera les entreprises qui sont dans la production des matières premières dont on a parlé, qui peuvent prendre la forme de produits du coup. Ensuite, est-ce qu'il y aura un quota gratuit? Non, pas à ma connaissance. Pouvez-vous préciser le calcul de l'impact sur les importations? Ça, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Si c'est la question, c'est de comment on calcule l'empreinte carbone des produits qu'on importe. Ce que j'ai entendu, mais ce que j'essaie de confirmer, c'est il faut faire une analyse de cycle de vie sur le produit pour la partie empreinte carbone. Et ça, c'est une discussion avec quelqu'un dans le ministère qui disait que si l'entreprise n'est pas capable de fournir ça, on va lui appliquer le top 10% des pires du benchmark du secteur, ce qui incite fortement à faire le calcul, sinon on se prend une taxe élevée. C'est ça la question en fait. Okay. Et après, les initiatives similaires, alors
il y avait, je pourrais vous l'envoyer, une carte que j'avais trouvée assez intéressante, je ne sais plus où, qui recensait tous les SEQ, donc les schémas de… C'est 4 peut-être. Ouais, je crois. Ouais. Ouais, Mais c'était des systèmes nationaux, donc pas des mécanismes d'ajustement aux frontières, mais dans mes souvenirs, il y avait quelques mentions de projets en réflexion. On pourra vous l'envoyer, cette carte. Ensuite, rapport de l'EFRAG sont-ils publiés pour préparer la CSRD? Je comprends que c'est bien le cas. Ouais, ils sont accessibles. Merci à l'audience. Y a-t-il aujourd'hui des OTI capables de certifier un scope 3 complet et si possible avec le tampon COFRAG? Bonne question, je vérifie pour le tampon COFRAG. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a des amis chez différents Big Four, ils sont en train de recruter très, très, très fortement et ils ont des équipes qui sont habituées à faire ça. Donc, si on veut avoir un auditeur externe qui clairement vérifie son scope 3, il y a plein d'auditeurs qui sont habitués à l'exercice. Et je vois la question, et je vais revenir, et on reviendra sur la partie COFRAG. Le scope 4, donc les émissions évitées. Donc en gros, on émet du scope 1, 2, 3. Et il peut y avoir ce qu'on appelle le scope 4, qui est je vends un produit qui est moins émissif que la moyenne. Donc c'est vertueux qu'il se vende en substitution d'autres. Il ne faut surtout pas le soustraire, parce que les émissions, elles ont bien eu lieu. Et là, on se compare à un scénario contrefactuel, mais qui n'a pas eu lieu. Là-dessus, il y a des petits sujets d'émissions évitées dans les réglementations sur les déchets, parce que quand on fait du recyclage, on évite des émissions pour les suivants. Mais là, quand on parle de scope 4, c'est vraiment une comparaison entre deux scénarios. C'est pas du tout cadré. Il y a une norme ISO qui cadre bien. Par contre, il n'y a pas d'obligation, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas d'obligation là-dessus. Il faut être assez vigilant. C'est bien de faire l'exercice, mais si on veut le faire, ça veut dire qu'on est déjà carré sur le scope 1, 2, 3. Donc, nous, on a pas mal de demandes là-dessus sur les calculs d'émissions évitées, mais en général, on fait ça juste après le bilan carbone. Mais je ne sais pas si c'est une question ironique ou premier degré, mais si elle n'est pas ironique, pour se renseigner un peu plus, et notamment sur l'état de maturité et les pistes possibles, il y a un rapport de le Net Zero Initiative qui est assez bien fait. Ouais. Il contextualise bien la place des émissions évitées dans tout ce qu'on peut faire pour réduire son empreinte carbone. Je pense, Samuel, tu dois le connaître, le référentiel NZI, porté par la DEME. Je pense qu'on peut clôturer du coup la session, peut-être, Laurent? Oui, on voit qu'on a encore du monde. Vous êtes largement dépassé. endurant. Il y a quelques questions. SASU pas concerné par les DPF, nous en faisons partie, ok. Et reporting, année civile calendaire. De mémoire, c'est l'exercice fiscal de l'entreprise, c'est bon. Donc voilà, en espérant que ça a été instructif. On en fera d'autres, parce qu'on n'a pas parlé de la moitié du quart des sujets. Et on revient vers vous par écrit en étant aussi précis que possible pour les questions qui étaient techniques, ce qui est bien, parce qu'on rentre dans bravo d'avoir tenu jusqu'au bout. Et de connaître tous ces BAM, des PEF, EFRAG, COFRAG et autres. La paperasse a de beaux jours devant elle. Ah ouais, là, clairement. Voilà. Donc, voilà. Merci à tous et merci pour les questions. C'était très intense. Ça faisait question pour un champion très intéressant. Ouais, et je pense qu'on passe pas le 4 à la suite. Ok. À très bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver dans d'autres webinaires. Oui, on fera ça. Merci à vous. À plus. À bientôt.